Bon, bienvenue à tous, on démarre officiellement. Je fais une toute petite intro et ensuite je passe la main à Camille qui sera celui qui va être l'acteur principal de ce temps autour de la réforme de la formation de la filière des techniciens bénévoles. On a déjà eu un temps de présentation auprès des directeurs de ligue et des responsables formation des régions pour qu'ils puissent déjà se projeter un petit peu sur les évolutions. L'idée, c'est de vous présenter ce qui sera mis en œuvre pour la saison prochaine et les changements de structure des filières de formation, donc animateurs et entraîneurs bénévoles, de manière à commencer à vous projeter sur les incidences sur le déploiement en région, sachant qu'on aura un temps lors du séminaire Formabad qui aura lieu le 13 et 14 juin sur des réflexions et des échanges avec les responsables de chaque région pour le déploiement de ces nouveaux cursus en région. Donc, à ce jour, chaque région n'est pas encore complètement armée sur la manière dont va se dérouler les choses. Donc, ça va se faire courant juin pour être prêt pour la rentrée. C'est l'objectif, en tout cas, qu'on s'est fixé. Donc, vous verrez qu'il y a pas mal de changements, notamment sur la filière animation au niveau de la structure et de la mécanique. C'est un travail qui a été enclenché il y a plusieurs mois, presque un an maintenant. Ça a été présenté également au conseil exécutif de la fédération. Donc, la réforme a été plutôt bien accueillie par l'ensemble des acteurs au niveau national. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à, je dirais, sur le déploiement. Et on va passer une partie de l'été, donc Formabad collectivement, pour retravailler sur les contenus qui sont nouveaux en lien avec toutes les évolutions de ces nouveaux modules et blocs des filières de formation. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je pense ne pas avoir oublié grand-chose sur les principaux éléments. Donc Camille, je te laisse la main. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions et à nous interpeller pour tout et n'importe quoi, je dirais, dans la mesure où ça reste dans la thématique. Merci et à plus tard. Merci Vincent. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes. C'est vrai que c'est super important pour nous de partager le travail qu'on a pu faire. Je voulais aussi forcément, avant de commencer la présentation, remercier un peu directement toutes les personnes qui ont pu contribuer à ce travail-là. Donc, il y a eu des personnes vraiment dans les ligues qui ont participé activement et qu'on avait pu solliciter parce que c'était des personnes qui formaient beaucoup et qui étaient très actives dans le domaine de la formation. Donc, merci encore à toutes ces personnes d'avoir participé au travail pour la création et la modification de la filière. Vraiment, l'objectif pour nous, c'est aujourd'hui d'être le plus clair possible avec vous, parce que c'est vous qui êtes en première ligne aussi sur les formations, et c'est important pour nous que le travail qu'on a pu mener puisse être partagé et compris du mieux possible. Donc, la manière dont on a pensé et réfléchi ce webinaire, c'est un premier temps, je dirais, à peu près 30 à 40 minutes de présentation de ce qu'on a pu faire avec un diaporama. Et après, on a décidé de passer sur un temps d'1h30 pour se laisser justement du temps derrière. Pareil, à peu près 30 à 45 minutes pour pouvoir échanger avec vous. Donc, encore une fois, s'il y en a qui souhaitent prendre la parole dans un deuxième temps, il faudra juste nous faire signe et on pourra sans problème vous donner la parole. Ce sera plus simple que de fonctionner par la messagerie. Alors, je vais vous partager mon écran. Vincent, c'est tout bon? On voit. OK, parfait. Alors, pour débuter, l'idée, c'est de vous donner les informations principales en 10 points avant de commencer et avant d'aller un peu plus dans le détail. Donc, ces changements, ils sont pensés avec les travaux de la filière des moins de 10 ans. C'est une note qui avait été validée par le conseil exécutif en mars 2022. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir s'assurer que l'encadrement de nos jeunes, donc mini-bad, poussin, benjamin surtout, soit fait de manière un peu plus qualitative et surtout dans l'optique dès l'accueil dans les clubs, pouvoir leur passer les bons messages en termes d'enseignement et d'entraînement, et dès le début aussi pouvoir les diriger vers
des temps de rencontre et ou de compétition, donc style plateau, minibad ou RDJ notamment, et de se dire qu'en tant que fédération, notre rôle, c'est aussi de pouvoir, dès le début de la formation des jeunes dans nos clubs, leur passer des messages en lien avec l'enseignement et l'entraînement et pas en lien avec, forcément en lien avec de l'animation. Donc ça change quand même pas mal les choses sur la philosophie des diplômes et des filières, avec, on peut le dire dès maintenant, un changement sur les publics dans les formations, puisque tous les jeunes mini-bad, poussins, benjamins, qui sont encadrés par des entraîneurs bénévoles, seraient encadrés par des entraîneurs qui iraient vers cette filière d'entraînement et vers ce diplôme de l'EB1. Donc, on a eu cette première réflexion et l'idée, c'était de voir aussi comment la filière de formation des bénévoles peut contribuer à la dynamisation de la fédération sur différents aspects et différents domaines, comme l'augmentation des licenciés, une meilleure fidélisation, une meilleure aussi animation et dynamisation de choses qu'on peut proposer dans les clubs, et d'avoir aussi un lien peut-être un peu plus étroit avec le GEO et les écoles françaises de BAD au sens large. On a aussi cette réflexion et cette compréhension que parfois la frontière entre certains diplômes, elle est assez ténue. C'est le cas aujourd'hui entre la B2J et le B1. Et parfois, des personnes allaient faire des diplômes parce qu'il y avait des contraintes plus que par réelle volonté. Et il y avait certains diplômes où on ne comprenait pas réellement les différences entre les diplômes. Et le but pour nous, justement, c'est de pouvoir avoir une meilleure clarté dans la lecture et dans les contenus. Donc, on veut vraiment pouvoir avoir des frontières plus marquées entre la filière animation et la filière entraînement, mais aussi au sein même des filières, et notamment la filière animation. Donc, dans la réforme là, qui sera proposée à la rentrée, il n'y aura plus que 2 diplômes dans la filière animation. Un diplôme qui sera positionné à l'échelle du créneau, donc qui va ressembler énormément à l'AB1, et un diplôme qui sera positionné plus à l'échelle du club, avec un animateur de club, qui aura, lui, plus cette posture d'animer et de dynamiser au niveau du club, et non pas au niveau du créneau. Donc, ça veut dire que les diplômes comme l'AB2J et l'AB2A disparaîtront, et il n'y aura plus que ces 2 diplômes dans la filière animation à la rentrée. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une vraie différence entre la filière animation et la filière entraînement. Donc, en termes d'objectifs, on est vraiment sur de l'enseignement et de l'entraînement, donc sur la filière des EB, et vraiment l'animation au sens large sur l'animation. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec la réflexion autour d'objectifs pédagogiques, de création de cycles, etc., ne sera plus traité dans la filière animation. En termes de contenu, on a un tout petit peu parlé, et surtout en termes de public cible, vraiment, les mini-bad, poussins, benjamins seront dans le B. Tous les publics compétiteurs seront dans le B, bien sûr. Et donc, dans la filière animation, on s'adressera au public non compétiteur, minime, cadet, junior et adulte. Donc, il y a vraiment un premier tri qui se fait par public cible, et je pense que c'est une première information importante à avoir. En termes de prérogatives aussi, parce qu'à ce jour, comme vous le savez, les AB2J pouvaient avoir parfois des possibilités, des prérogatives assez proches des EB, sur un passage de plume, par exemple, ce qui sera plus le cas à l'avenir, où vraiment tout ce qui est en lien avec les jeunes et l'école de jeunes, ce sera réservé aux personnes qui seront dans la filière entraînement. Donc des prérogatives qui seront aussi complètement différentes, et des rôles, bien sûr, qui seront pas les mêmes, avec un animateur de club, comme on l'a dit, hein, qui sera positionné, lui, à l'échelle du club, et qui aura un rôle de dynamiser le club au sens large, et donc aura une position et une posture différentes. Donc, je le remets bien ici. Les encadrants des publics mini-bad à Benjamin seront dirigés uniquement vers le B. Donc ça, c'est encore une fois une nouveauté. Donc le B traitera bien sûr de toutes les catégories en tant que compétiteur. Donc les minimes, les cadets, les juniors, les adultes, bien entendu. Et la filière animation s'adressera donc au public dit loisir, aux non-compétiteurs, de minime à senior. Alors, je continue sur le fait de dire qu'on on veut vraiment différencier l'animation, l'enseignement et l'entraînement. Donc,
L'enseignement, on entend vraiment ça par la transmission de contenu. Et donc s'appuyer sur les références fédérales et les contenus fédéraux à dispenser auprès des jeunes, donc notamment les OTN. L'entraînement, c'est vraiment la préparation à la compétition. Donc là, ce sera vraiment plus le cas de l'EB2. Et l'animation qui est vraiment plus liée à la fidélisation, la dynamisation, la prise de plaisir plus immédiate et sans réelle continuité pédagogique dans les apprentissages. Donc, il y a vraiment cette volonté de distinguer ces trois éléments et surtout à quel moment ces trois éléments sont traités dans les diplômes. Et le but, c'est qu'il y ait vraiment des distinguos très clairs dans les diplômes pour qu'on puisse savoir si on est vraiment sur de l'animation, sur l'enseignement ou sur de l'entraînement. Donc, l'animation qui est vraiment plus portée sur l'animateur de créneau et l'animateur de club pour le coup, l'enseignement le B1 et l'entraînement le B2. Donc, ils seront dans des diplômes et pas dans d'autres, c'est-à-dire que l'entraînement, là, on le retrouvera dans aucun autre diplôme. L'animation, on le retrouvera aussi dans aucun autre diplôme. Donc, c'est vraiment pouvoir être clair et précis sur les contenus qui sont mis au sein des diplômes. Sur les informations principales, il y aura un petit changement au niveau du MODEF. Le changement se fera au niveau des contenus seulement. Donc, le volume horaire de formation ne changera pas. La philosophie générale de la formation ne changera pas non plus. Par contre, il sera un petit peu allégé et revu avec le prisme des intentions de jeu. Donc là, il y aura un vrai travail sur le parcours club dans le B. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer les intentions de jeu, ce prisme-là, dès le module d'entrée en formation et de pouvoir penser les coûts techniques en lien avec les intentions de jeu. Donc, certains le faisaient déjà dans la mise en œuvre du MODEF sur le territoire, mais c'était pas mis en avant réellement comme ça dans les contenus de formation et dans le ruban PEDA. Donc, ça, ce sera une modification. On a bien conscience aussi, et là, on s'est beaucoup basé sur les bilans que vous avez pu faire. On a bien conscience que le MODEF est une formation qui est très dense et le but pour nous, c'est vraiment de pouvoir l'alléger un petit peu et pouvoir proposer une organisation un tout petit peu différente sur l'agencement des contenus pour que ce soit un petit peu plus fluide. Un autre changement très important, c'est la fin des prérequis de classement à l'entrée des formations. Donc, il n'y aura plus aucun prérequis de classement à l'entrée des formations. On se rend compte que ça pouvait avoir des biais et des effets pas forcément toujours pertinents et favorables. Et c'est aussi en lien avec les changements sur les diplômes professionnels. Comme aujourd'hui, les prérequis de classement pour les diplômes professionnels ont changé et ont été extrêmement revus à la baisse. Ça nous paraît pas non plus cohérent d'avoir des exigences qui sont plus élevées avec des bénévoles qu'avec des professionnels. Donc, il y aura plus de prérequis de classement à l'entrée des formations. Et ce sera aussi la fin des certifications hors temps de formation, comme ça a été le cas à un moment sur la B2J, le B1, le B2. Alors, certaines certifications avaient déjà été supprimées sur des diplômes. Donc là, il n'y aura plus de certification hors temps de formation à la fin des diplômes. Par contre, et là, le rôle du formateur sera renforcé, les formateurs devront bien, à la fin des formations, valider le diplôme ou non aux stagiaires. Donc, ce n'est pas parce que le stagiaire s'inscrit à la formation et qu'il la suit qu'il validera automatiquement le diplôme. Les formateurs, en leur âme et conscience, si on peut dire ainsi, devront valider le diplôme aux stagiaires. Mais la validation définitive du diplôme se fera comme ça. On l'a fait pour plusieurs raisons. Il y avait un taux d'échec aux certifications bénévoles qui était extrêmement faible. Alors, on peut réfléchir à différentes raisons et expliquer le pourquoi du comment, mais il y a un taux d'échec qui était extrêmement faible. Et il y avait aussi des énormes difficultés pour les ligues pour mettre en place les certifications. C'était des vraies difficultés humaines et financières. On a baissé aussi au fil des ans les contraintes sur les certifications. Au début, il fallait des agréments, il fallait être deux, et puis ça pouvait se finir par des certifications avec une seule personne sans agrément de certificateur, par exemple. Donc, il n'y avait plus réellement de sens non plus sur ces certifications. Et on se rend compte aussi que pour les bénévoles, ça peut parfois être un frein dans leur engagement. Les certifications peuvent parfois être bloquantes pour eux. On aura en revanche des prérequis placés sur de la prise en main de créneaux. Donc ça, c'est un élément important. Et je pense que c'est une chose aussi importante pour vous à avoir en tête. Il faudra vraiment sensibiliser les personnes qui s'inscrivent à ce sujet-là. C'est-à-dire que
des personnes qui n'encadrent pas, par exemple, sur l'animateur de créneau, sur le B1, sur le B2, les personnes qui, du coup, n'encadrent pas régulièrement, donc on peut dire à l'environ tous les 15 jours, ne pourront pas participer à la formation. On veut vraiment que les personnes qui participent aux formations soient des personnes qui encadrent de manière plutôt régulière. Et dans les rubans PEDA, il y aura des temps de retour sur l'alternance qui seront balisés, donc ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et il y aura vraiment dans les rubans PEDA des formations, des temps d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures qui seront utilisés pour revenir sur l'alternance des stagiaires et pour revenir sur ce qu'ils auront pu mettre en œuvre dans leur club entre les séquences de formation. Donc encore une fois, si les personnes n'ont pas de prise en main de créneau pendant ce temps d'alternance, ce sera bloquant aussi pour eux. Ça, c'est un élément vraiment central à prendre en compte et sur lequel il est important, on pense, de pouvoir communiquer et sensibiliser les futurs inscrits. Et il faut vraiment qu'ils puissent prendre en main des créneaux pour pouvoir vivre au mieux la formation et mettre en œuvre les compétences développées. Donc, les formateurs auront un rôle aussi plus important pour valider définitivement le diplôme. Je l'ai dit un tout petit peu en amont avec le point 5. Donc là, on veut vraiment vous sensibiliser à ce sujet-là. Et donc, il y aura forcément des compétences attendues en fin de diplôme pour vous guider. Et donc, ce sera à vous, à la fin de la formation, de valider tout ou partie du diplôme. On va y venir juste après. Les diplômes seront composés de manière un petit peu différente sur la rentrée, avec des modules et des blocs, comme l'a évoqué un petit peu Vincent. Et donc, les formateurs devront valider tout ou partie des diplômes en fonction des compétences développées par les stagiaires. Alors, ce 8e point, c'est un point vraiment important et une vraie nouveauté. Donc, on va y revenir un petit peu après dans le détail, mais les diplômes, ils sont composés en blocs ou en modules. La différence entre les deux, c'est qu'un module, c'est une partie d'une formation qui peut être suivie à la carte et qui peut être ouverte à tous. Et donc, les stagiaires, ils seront libres de choix à l'inscription à la formation. Pour vous donner un exemple très concret, le B2, il est créé avec 4 modules. Un module plutôt en lien avec le parcours club, un module plutôt en lien avec la construction d'une école de jeunes labellisée, un module plutôt en lien avec le coaching et en lien avec le double. Et donc, les personnes qui s'inscrivent à l'EB2 pourront choisir de s'inscrire à un seul module, à 2 modules, à 3 modules ou à 4 modules sur une saison. Et donc, si on schématise et on pousse la réflexion, une personne pourra valider un EB2, par exemple, en 4 ans, en validant un module par an. Donc ça, cette modularité, c'est une vraie nouveauté. Et donc, on pense que ça peut permettre de pousser ou de donner envie à certaines personnes de suivre tout ou partie de formation et de leur laisser aussi un peu plus le temps pour pouvoir se former. On pense que ça peut aussi correspondre davantage à l'engagement des bénévoles et à leurs attentes aujourd'hui. Donc, cette partie modulaire, c'est encore une fois quelque chose de nouveau et sur lequel forcément l'enjeu de communication sera important. La différence qu'il y aura avec les blocs, c'est que les blocs, eux, ils sont solidaires et quand on s'inscrit à une formation, on s'inscrit à tous ces blocs. Donc, ce qui est le cas de l'EB1 par exemple, où l'EB1, vous avez des blocs hein, plus en lien avec de la pédagogie, on y reviendra juste après. Et donc, les stagiaires qui s'inscrivent à l'EB1, par contre, elles devront s'inscrire à différents blocs de l'EB. Et donc, mécaniquement, ça leur laisse un petit peu moins de latitude pour composer la manière dont ils vont passer la formation. Alors que sur le B2, les stagiaires auront une liberté totale, entre guillemets, sur la manière dont ils veulent passer la formation. Ils pourront passer les 4 modules s'ils le souhaitent, encore une fois, sur un an. Faire un module sur un an et les 3 modules l'année d'après. Donc ça, c'est encore une fois une nouveauté importante et peut-être une nouvelle manière de penser la formation. L'idée de cette organisation en bloc et en module, c'était pour pouvoir donner aussi plus de liberté aux stagiaires et peut-être plus de facilité d'inscription, mais aussi plus de liberté aux ligues et aux comités sur la mise en place de nouvelles modalités de formation, donc notamment en soirée, mais aussi en distanciel.
Donc, on estime que ça peut être beaucoup plus facile de faire passer des modules sur des formations en soirée. Si on reprend l'exemple de l'EB2 et du module du double, c'est des modules qui dureraient entre une dizaine d'heures à peu près, entre 7 et 15 heures environ selon les modules, mais on peut partir sur 10 à 12 heures. Donc, ça peut être beaucoup plus facile de faire passer un module en soirée ou en parallèle d'un stage ou sur différents formats. Donc, ça peut laisser encore une fois d'autres opportunités pour pouvoir mettre en place des séquences de formation. Le module de construire une école de jeunes labellisée, par exemple, on pourrait très bien estimer qu'il pourrait être fait en parallèle de réunions de développement par des comités, pourquoi pas. Donc, ça pourrait vraiment permettre d'organiser les formations de manière différente et puis aussi de pouvoir, on pense, plus facilement intégrer du digital parce que les modules seraient des temps de formation plus courts et donc peut-être plus facilement séquençables avec un petit peu moins de travail dans le séquençage de la formation en digital. Donc, au-delà des avantages pour les stagiaires, on pense que ça peut permettre aussi des nouvelles modalités et des nouvelles manières d'organiser les formations pour les ligues et les comités. Et pour terminer, donc une autre nouveauté, ce serait que les démarches administratives elles soient gérées via Puna. Donc, en fait, l'idée, c'est que dès la rentrée ou sinon avant la fin de l'année 2023, les formations soient déclarées sur Puna, un peu comme on déclare une compétition. Et donc, tout le suivi des formés se ferait via Puna en ligne. Ce sera aussi beaucoup plus facile parce que si on reprend l'exemple des modules, si on a une personne qui passe un module dans une ligue et qu'elle déménage pour des raisons personnelles ou professionnelles, ce serait la croix et la bannière pour les autres ligues de savoir ce que la personne a déjà passé comme module, ce qu'elle a pu faire, alors qu'avec un suivi dans Puna, ce sera beaucoup plus simple et limpide et ce sera beaucoup plus facile dans le suivi des formés. L'idée, c'est aussi de pouvoir donc mieux suivre les formés, c'est sûr, mais optimiser un temps administratif de déclaration et de suivi de formation, que ce soit pour les ligues, les comités, mais aussi pour nous et pour les formateurs, puisque les bilans pédagogiques seraient aussi remplis sur Puna. Voilà pour ces 10 premiers points. J'espère avoir donné déjà les éléments et j'imagine que ça vous questionne. L'idée, c'est d'avancer un tout petit peu et d'aller dans le détail des diplômes. Donc, pour la filière animation, la philosophie générale, c'est vraiment de pouvoir donner les bases de l'animation aux personnes qui viennent se former pour accueillir et fidéliser les publics non compétiteurs. C'est vraiment la philosophie générale de la filière animation, avec l'idée en toile de fond d'amener les publics vers des rencontres et des compétitions de proximité. Donc, pas forcément des compétitions qui sont toujours déclarées, mais en tout cas, de pouvoir amener les publics vers des rencontres. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a réfléchi à l'animateur de club, qui lui serait positionné encore une fois au niveau du club. Et son rôle, ce serait d'organiser des manifestations promotionnelles, donc des tournois internes, des tournois de bassin, un tournoi intergénérationnel. L'animateur de club, il pourrait aussi être en première ligne pour organiser des événements au sein du club. Donc, typiquement, mettre en place une séquence du passe-bad, ce n'est pas lui qui ferait passer les plumes, ce serait le B. Mais par contre, l'animateur de club, il serait là pour dynamiser et créer des événements promotionnels au sein du club et donc organiser, pourquoi pas, ce temps. Et donc, le public cible pour la filière animation, donc c'est les ados et adultes, ou plutôt non compétiteurs. Et l'animateur de créneau, comme on l'a dit, ce sera un diplôme qui sera très proche de l'AB1. Et donc, pour la filière entraînement, donc c'est vraiment donner les bases de l'enseignement et de l'entraînement et d'amener donc les publics vers les rencontres et les compétitions. Ça, c'est un élément important en fléchant vraiment les rencontres et les compétitions comme les plateaux mini-bad, les RDJ et les compétitions de proximité. Donc, Promobad, Circuit Jeune, TDJ, CDJ, etc. Avec des publics cibles très précis. Donc, dès que les bénévoles encadrent des mini-bats, des poussins, des benjamins, ils doivent aller vers le B. Ces publics-là ne seront pas traités sur l'animation. On l'a déjà dit plusieurs fois. Et aussi tous les autres publics compétiteurs. Et bien sûr, le dispositif jeune et une version allégée du parcours club seront les dispositifs sur lesquels on s'appuiera dans la filière entraînement. Donc, on ne parlera pas des OTHN, on ne parlera pas du PFJJ dans cette filière, mais on parlera donc des OTN et du DJ et du parcours club.
voilà un peu pour les 10 points, on va dire, les plus importants qui ont été présentés avant et la philosophie générale de ces filières qui peuvent peut-être déjà vous donner un panorama un peu plus précis. Et là, l'idée, c'est de pouvoir aller un petit peu plus en détail sur les filières et les diplômes. Donc, on a des visuels qui sont en cours de création. En cours de création. On travaille sur la mise en œuvre de visuels. Donc là, les visuels qui vous sont proposés, c'est pas du tout les visuels définitifs et c'est juste en fait un remodelage un petit peu de ce qui existait auparavant. Donc, sur cette filière animation, les deux diplômes, l'animateur de club et l'animateur de créneau, il ne faut absolument pas les voir comme des diplômes hiérarchiques, c'est-à-dire je dois passer par l'animateur de club pour aller à l'animateur de créneau, ou je dois aller à l'animateur de créneau pour aller à l'animateur de club, pas du tout. C'est deux diplômes qui sont complètement différents, avec des postures complètement différentes. Donc, à la fin du MODEF, les stagiaires auront le choix d'aller de l'un à l'autre et pourront après naviguer de l'un à l'autre sans avoir besoin de passer par un diplôme pour aller vers l'autre. Donc, les diplômes, les formations font 45 heures. Donc, toutes les formations font 45 heures, animateur de club, animateur de créneau, EB1 et EB2. Donc, nous, on pense que c'est important de pouvoir communiquer en volume horaire plutôt qu'en week-end, parce que, encore une fois, avec toutes les possibilités qui peuvent s'envisager sur des formations en soirée, sur du distanciel, au final, les week-ends ne seront peut-être plus, on va dire, l'organisation de référence. Alors, on a mis 30 heures d'alternance, même si ce volume il est susceptible d'évoluer. Mais c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée. On est parti sur un encadrement, en gros, une semaine sur deux, quoi. Sur l'animateur de club, du coup, l'objectif, c'est vraiment d'animer et dynamiser son club de badminton par des événements promotionnels. Donc ça a été un petit peu dit. Et donc, le parcours de formation, ce sera le MODEF et 45 heures de formation, c'est ce qu'on a évoqué, répartis en 4 modules. Donc, les modules seront les suivants. Le module accueil, réaliser une action structurée, les rencontres sportives et les compétitions, et les animations internes et les animations externes. Donc, réaliser une action structurée, ce sera vraiment de la méthodologie pour mettre en place une action. Et ensuite, les actions, donc ce serait vraiment des choses en lien avec les rencontres sportives et les compétitions, et les animations internes et les animations externes. Et donc, le temps d'alternance pour l'animateur de club, ce serait vraiment mettre en place des choses au sein du club. Donc, sur une animation interne, ça peut être un tournoi de Noël, par exemple. Et donc, les personnes pourraient concrètement le mettre en place. Donc ça, c'est encore une fois une vraie nouveauté. Et cette modularité pourrait vraiment permettre de laisser du temps aux personnes qui souhaitent se former pour penser leur formation de manière un petit peu différente. Sur l'animateur de créneau, donc là, on est vraiment positionné sur le créneau. Alors, on a vraiment fait le choix d'utiliser le mot créneau et pas le mot séance, parce qu'encore une fois, ce ne sera pas une séance de badminton, mais un créneau, parce qu'on pense que ce distinguo nous paraît important, puisqu'il n'y aura pas de réflexion, de progression pédagogique via des cycles, en fait. Et donc, on va plutôt réfléchir à des animations sur un créneau, peut-être deux, peut-être le lier avec un troisième, pourquoi pas, mais il n'y aura pas de progression pédagogique qui sera réfléchie et pensée. Et en ce sens-là, ça nous paraissait important de ne pas appeler, de pas mettre le mot de séance. Donc, il y aura 45 heures de formation, encore une fois, avec un module et 2 blocs. Alors, le module accueil, c'est le même entre l'animateur de créneau et l'animateur de club. C'est-à-dire qu'une personne qui aura validé son module accueil pourra ensuite plus facilement se diriger vers un autre diplôme. Et donc, sur les blocs, on a animé et dynamisé un créneau jeune et adulte. Donc là, on est vraiment plus sur de la posture, de la prise en main, la passation de la consigne, etc., des choses que vous connaissez bien. Et la pratique du badminton en sécurité, donc c'est vraiment pour pouvoir permettre aux pratiquants d'avoir une pratique dans laquelle ils peuvent se développer tout en sécurité. Ça veut dire les prises de raquettes pour éviter de se blesser, ça veut dire 2-3 éléments liés avec le double pour éviter de fracasser ma raquette sur la tête de mon partenaire, éviter de reculer en tombant par exemple. Voilà, donc tous les éléments technico-tactiques entre guillemets ou des éléments en lien avec le badminton seraient amenés dans ce bloc. Donc les personnes qui s'inscrivent à l'animateur de créneau, elles devront obligatoirement
passer ces blocs dans un premier temps et elles pourront combiner directement avec le module accueil si elles veulent valider définitivement le diplôme. Une chose importante, quand on évoque que les modules n'ont pas de prérequis d'inscription, c'est-à-dire que des personnes de tout horizon pourraient s'inscrire. C'est-à-dire que, par exemple, sur le module réaliser une action structurée pour l'animateur de club, on peut très bien imaginer qu'il y ait des dirigeants qui viennent suivre aussi ce module, qu'il y ait des personnes de différents horizons qui viennent et qui puissent venir enrichir, encore une fois, les personnes présentes dans la formation. Donc, c'est une chose qu'il faudra pouvoir éventuellement prendre en compte dans la communication et dans l'accueil des participants, mais ce sera encore une fois une chose nouvelle. Donc voilà pour le niveau de détail un petit peu plus important sur la filière animation. Sur la filière entraînement, donc on reste sur une organisation assez proche, enfin même similaire que celle qui existait aujourd'hui, avec le MODEF, le B1, donc le niveau 1, et pour pouvoir aller à l'EB2, là par contre, il faut avoir validé le B1. Donc là, on est vraiment plus sur un niveau hiérarchique, ce qui sera encore une fois pas le cas sur la filière animation. On reste sur des formations de 45 heures, comme on l'a évoqué. L'idée, c'est d'avoir toutes les formations avec un volume horaire similaire. Et 30 heures d'alternance. Donc, ce volume horaire, il est aussi susceptible d'évoluer, notamment pour le B2, parce que comme il y aura un temps d'alternance qui sera accolé à chaque module, au total, le temps d'alternance pourra être supérieur aux 30 heures. Donc, sur ce diplôme de l'EB1, l'objectif, c'est vraiment donner les bases de l'enseignement du badminton et préparer à la compétition. Donc, le parcours, c'est le MODEF et 45 heures de formation réparties en 4 blocs plus de l'alternance. Donc là, sur le B1, il n'y a pas le choix. C'est une organisation un peu comme celle qu'on connaissait aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes qui vont sur le B1, elles sont dans cette idée de s'inscrire au parcours de formation complet, donc aux 45 heures complètes. Pour nous, c'était important parce qu'on ne voulait pas que des personnes viennent piocher un petit élément en lien, je ne sais pas, avec le pass-bad ou avec les compétitions. Et qu'elles pensent qu'elles aient toutes les compétences d'un EB et que quand elles retournent dans les clubs pour pouvoir encadrer les jeunes, qu'elles n'aient pas un développement de compétences abouti. Donc comme l'EB, c'est vraiment le diplôme de référence pour lequel il y aura un encadrement des publics mini-bad, Poussin et Benjamin, on voulait vraiment que les personnes aient suivi la totalité de la formation avant de valider, enfin vraiment qu'ils suivent la totalité de la formation sur un même temps et qu'elles aient vraiment tous les éléments qui leur soient apportés et qu'elles ne viennent pas chercher peut-être juste une toute petite chose en pensant qu'elles aient développé toutes les compétences qu'elles auront à développer sur l'EB. Donc un bloc en lien avec les OTN, le DJ et le pass-bad. Donc les EB1 feront passer les plumes, bien sûr. Un bloc pédagogique public jeune et public adulte. Donc c'est toutes les différenciations entre ces publics-là, en termes de pédagogie, de communication, etc. Et un bloc compétition et rencontre. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir préparer les jeunes à la compétition et pouvoir les aider à comprendre et mieux vivre la compétition et pouvoir aussi peut-être mieux préparer les clubs et les encadrants à accompagner les jeunes sur ces compétitions et sur ces rencontres. Aujourd'hui, sur la B2J notamment et sur le B, il n'y avait pas de réel temps approfondi à ce sujet-là. Donc, c'est un élément qu'on veut pouvoir amener sur le B pour pouvoir vraiment tout de suite porter ce message que il faut pouvoir se préparer à la compétition et que pour les encadrants, ça demande aussi un accompagnement spécifique. Sur le B2, donc on a choisi des mots aussi importants, entraîner et accompagner les compétiteurs vers la performance. Donc on est vraiment dans cette optique-là, avec 45 heures de formation et répartis en 4 modules, donc comme j'évoquais tout à l'heure. 3 modules qui auront un prérequis EB1 et de l'alternance. Donc il y aura un module sur le dispositif jeune, donc étapes 3 et 4, c'est en lien avec le parcours club. Et le pass-bad, c'est-à-dire que toutes les plumes ne seront pas vues dans le B1.
Certaines plumes ne seront vues que dans le B2 et donc on peut imaginer que les EB1 ne pourront pas faire passer toutes les plumes, mais pourront faire passer les plumes en lien avec les étapes 1 et 2 du DJ. Il y aura un module coaché et accompagné en compétition. Donc là, on irait vraiment beaucoup plus loin que préparer à la compétition. Le but du bloc compétition et rencontre, c'est aussi de pouvoir donner tout le panorama des compétitions possibles aux EB, qu'ils aient vraiment connaissance des compétitions sur leur territoire et qu'ils soient capables d'orienter leur public et de les accompagner. Sur le module coaché et accompagné en compétition, on sera vraiment plus sur ce lien vers la performance au sens large. Un module sur les fondamentaux de l'entraînement en double et un module sur construire une école de jeunes labellisée. Donc, ce dernier module, construire une école de jeunes labellisée, ce sera un module sans prérequis. C'est-à-dire qu'aussi sur ce module, n'importe quelle personne intéressée pourra s'inscrire. Donc, si vous mettez en place une formation EB2 sur votre territoire et que vous avez 10 inscrits, et ben, en plus de vos 10 inscrits qui sont présents sur ce module, on pourrait avoir peut-être des dirigeants de club, peut-être des élus, peut-être des personnes investies dans les clubs, dans les écoles de jeunes de leur club qui souhaitent améliorer l'organisation et la structure de leur école de jeunes. Donc, on pourrait avoir des personnes qui viendraient se greffer. Et donc, ça veut dire que forcément, le nombre de stagiaires par formateur sera un peu plus important pour ces modules. Vous savez qu'aujourd'hui, on est limité en termes de nombre de formateurs, enfin, de nombre de stagiaires par formateur. Et donc, pour ces modules ouverts, on serait un peu plus souple et on laisserait plus de place à l'inscription. Donc voilà pour ces 4 diplômes. Donc il n'y aurait entre guillemets que ces 4 diplômes de proposer. Donc ça fait moins de diplômes qu'auparavant. Mais avec, on pense des choses un peu plus précises, un peu plus marquées sur la philosophie des diplômes et ce qui sera traité au sein des diplômes. Alors, les équivalences, un petit point sur les équivalences, il ne nous reste que quelques diapos, là on en a pour quelques minutes, après on aura le temps d'échanger ensemble par la suite. Donc, il était important pour nous de ne pas pénaliser les personnes qui aujourd'hui étaient déjà diplômées et leur demander de revalider tout ou partie de diplôme pour pouvoir les garder. Donc, les personnes qui ont un AB1 aujourd'hui, elles auront une équivalence d'animateur de créneau. Voilà, donc ça c'est donc ce seront l'équivalence à laquelle ils ou elles auront droit. Les personnes qui ont la B2J aujourd'hui, donc elles auront l'animateur de créneau parce qu'elles avaient la B1 et elles auront 2 blocs de l'EB1. Le bloc OTN DJ Passbad et le bloc pédagogie publique jeune. Elles n'auront plus que 2 blocs à passer, donc pédagogie publique adulte et compétition et rencontres pour valider l'EB1. Les personnes qui ont la B2A, donc comme elles ont déjà validé la B1, donc elles ont l'animateur de créneau, et un bloc de l'EB1, donc le bloc pédagogie publique adulte. Donc il leur restera 3 blocs à valider pour avoir le B1. Et donc les personnes qui ont la B2J plus la B2A, elles auront 3 blocs, donc ceux de la B2J et ceux de la B2A, et il ne leur restera que celui en lien avec les compétitions et rencontres à valider. Les personnes qui ont le B1 garderont le B1, les personnes qui ont le B2 garderont le B2, même si, comme vous l'avez vu, les contenus de formation seront différents. Donc nous, ce qu'on peut vraiment préconiser, c'est peut-être utiliser ces changements, cette refonte, pour peut-être revenir vers les EB 1 et 2 et leur proposer de participer à certains modules. On pense que pour les EB2, les modules en lien avec le double peut clairement être attractif. Il peut donner envie à certaines personnes de venir au moins sur ce module. Le module compétition et rencontre pour les EB1, on pense qu'il pourrait aussi leur apporter pas mal de choses. Et donc, ça peut être une opportunité de ressolliciter des EB, des personnes qui sont formées depuis un petit peu et leur redonner peut-être envie de suivre de nouveaux contenus, de se remettre à jour et vous aussi peut-être un moyen de reprendre contact avec eux. Voilà pour les équivalences. Et on veut juste terminer par quelques perspectives et préconisations sur la manière dont on voit les choses. Et comme ça, on pourra échanger ensuite tous ensemble. Donc, on
on voit on pense qu'il pourrait y avoir une plus grande liberté dans les choix de mise en œuvre pour les ligues et les comités. Donc, comme l'a dit Vincent, le temps de présentation a été fait au directeur de ligue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est pas simple de tout de suite se projeter sur les mises en œuvre. En tout cas, on pense qu'il y aura plein d'opportunités et plein de nouvelles manières d'organiser les temps de formation sur différents échelons, avec les clubs, les comités, bien entendu, et une plus grande liberté aussi pour les stagiaires pour pouvoir suivre les formations. Donc ça, c'est une perspective qu'on trouve intéressante. Une perspective aussi qui nous semble intéressante, c'est de communiquer en nombre d'heures et peut-être aussi de manière un peu plus directe si vous organisez que quelques modules et pas la totalité d'une formation sur une saison, ce qui peut être un choix de ligue. Et en tout cas, si encore une fois, sur le module construire une école de jeunes labellisée, on peut tout à fait l'imaginer en soirée à la maison des sports du comité, par exemple, et donc évoquer que suivre ce module, ça peut permettre de valider une partie de formation. C'est peut-être une manière aussi différente de mobiliser les licenciés et les personnes potentiellement intéressées. Et peut-être que ça pourrait leur donner envie d'aller un petit peu plus loin par la suite. Un point très important pour nous aussi, c'était de vous sensibiliser en tant que formateur sur les choix peut-être que vous aurez à faire sur les formations dispensées, mais vraiment d'un point de vue personnel. Comme vous avez pu le voir, dans la filière animation, on va vraiment parler d'animation et on n'est pas certain que tous ici soyez complètement à l'aise avec l'animation. On pense qu'on a tous des appétences plus ou moins fortes sur l'animation, l'enseignement, l'entraînement. Certains vont être très à l'aise avec l'animation et peut-être moins avec l'entraînement, ou vice-versa. D'autres seront aussi sans doute très à l'aise partout. Mais c'est peut-être une vraie question à vous poser, vous, en tant que formateur. Est-ce qu'il y a des formations sur lesquelles vous vous sentirez pas forcément très à l'aise et sur lesquelles vous vous sentirez au contraire très à l'aise pour pouvoir aussi vous positionner et être sûr que vous puissiez passer les bons messages et être sûr que vous puissiez aussi rester dans les objectifs du diplôme. Encore une fois, sur l'animateur de créneau, on parlera pas de cycle, on parlera pas d'objectifs pédagogiques, on n'ira pas du tout dans le détail du badminton. Donc, mais on ira sur d'autres éléments en lien avec la dynamisation, avec l'animation, avec les jeux. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou pas? Et je pense que c'est vraiment une question aussi à vous poser au moment où vous pourrez vous positionner avec vos ligues et vos comités sur les différentes formations proposées. Alors, on pense aussi que sans les prérequis de classement, le MODEF, ça pourrait servir de positionnement, c'est-à-dire qu'une fois que les licenciés ont suivi le MODEF, peut-être que vous puissiez les orienter vers une formation ou pas, et leur dire que peut-être ils sont un petit peu trop verts, trop jeunes, trop justes, et qu'il faut peut-être qu'ils se donnent encore un peu plus de temps pour connaître la discipline, le badminton, et avoir un tout petit peu plus d'expérience avant de se lancer dans une formation EB. Donc on imagine bien qu'aujourd'hui sur le B1, il pourrait y avoir des personnes qui ont pris leur licence en septembre, passent leur MODEF en octobre et attaquent sur le B1 dans la foulée. Donc, il faut pouvoir s'assurer que les personnes qui se lancent dans les formations puissent avoir le bagage un minimum de bagage pour pouvoir les suivre. Et donc, peut-être que le MODEF, ça pourrait être un temps où vous puissiez réfléchir avec certains stagiaires, surtout les stagiaires qui sont un petit peu justes, et voir comment est-ce qu'ils pourraient éventuellement peut-être prendre de l'expérience avant d'aller sur des formations. Donc, le nombre de formateurs par stagiaire qui pourra varier, ça, on l'a dit un tout petit peu à l'oral tout à l'heure. Donc, c'est des choses qui seront différentes selon les modules de formation. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus chronophage pour vous, où il faudra à chaque fois que vous vérifiez si sur ce module-là, avec un formateur, vous pouvez accueillir 8, 10, 12 ou 15 personnes. Ça sera peut-être un petit peu moins pratique parce qu'il n'y aura pas une règle pour tout, mais ça pourra laisser des opportunités. Et puis pour terminer, on veut aussi pouvoir réaffirmer que ces changements, ça permettra d'avoir un lien beaucoup plus clair vers les diplômes professionnels,
Donc, comme vous le savez, le CQP animateur de badminton, il est réfléchi en lien avec la filière animation. Donc, promouvoir, fidéliser et encadrer prioritairement les non-compétiteurs. Et donc, comme ça a été le cas par le passé, pour les personnes qui s'inscrivent sur le CQP, il y a une prise en compte au moment du positionnement de leur parcours et donc notamment de leur diplôme validé dans la filière animation. En tout cas, ça permet de bien clarifier les missions peut-être aussi du CQP d'animateur de badminton en lien avec ces changements-là. La filière entraînement, elle est bien entendu pensée en lien avec le DE. Donc l'enseignement et l'entraînement, c'est des choses qui sont évoquées en DE, comme vous le savez bien. Et l'idée, c'est de pouvoir donner aussi tout de suite ces éléments dès le début des formations fédérales. Donc le but pour nous, encore une fois, c'est d'essayer de coller et de prendre en compte la philosophie générale du CQP animateur de badminton et du DE pour pouvoir avoir une cohérence maximale entre la filière fédérale et les diplômes professionnels. Et donc on espère bien sûr que ça pourra apporter de la lisibilité pour les licenciés et puis une répartition aussi plus claire des rôles dans les clubs. On parlait tout à l'heure de l'animateur de club qui, lui, pourra être force de proposition pour organiser des événements. Donc, dans certains cas, ce sera peut-être le B qui le mettra en place sur un passage de plume. Dans d'autres cas, ce sera peut-être le GO qui le mettra en place sur l'organisation d'un promobad. Donc, on espère aussi pouvoir un petit peu mieux répartir les rôles de chacun avec ses diplômes et les prérogatives qui seront accolées à ces diplômes. Alors voilà pour les éléments. Et comme l'a dit Vincent, sur le séminaire Formabat de juin avec les ligues, on reparlera un peu plus en détail. On aura avancé aussi sur notamment les contenus et le niveau de détail des diplômes. Donc ce sera l'occasion d'en reparler. Mais d'ici là, bien sûr, je suis tout à fait disponible pour échanger avec vous par mail ou en direct par téléphone, même si, bien entendu, vos ligues sont les interlocuteurs privilégiés dans un premier temps, mais s'il y a besoin de toute question, information ou échange, on est et je suis bien entendu dispo pour pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là. Donc voilà pour ces premiers temps de présentation. Il y a eu 2 questions sur la fin de présentation, sur les équivalences avec le moniteur. Et après, ce sera sur les initiateurs nationaux. Alors, sur les initiateurs nationaux, donc le DIPP, le DIPARA notamment, je vois que c'est Sylvain qui a posé la question. On n'a pas de... il n'y a pas de modifications aujourd'hui qui sont prévues. Il n'y a pas de modifications qui sont prévues pour ces diplômes-là. Ces diplômes initiateurs qui sont différents de la filière fédérale traditionnelle, on va dire. Donc, il y a pas forcément de choses qui sont prévues en termes de modifications. Pour ce qui est du moniteur, alors j'imagine que c'est Gilles, on a eu des échanges à ce Sur les sujet. initiateurs, je pourrais revenir dessus, parce qu'il y a quand même des Ouais. choses un peu particulières, mais qui ne sont pas directement en lien avec les diplômes fédéraux, en fait, si c'est ça la question. Il y a bien des travaux qui sont faits, et Sylvain, il en a fait partie, justement, celui qui pose la question. Mais c'est pas en lien direct avec les diplômes fédéraux et la nouvelle architecture, c'est plus on réinterroge les modalités avec du distanciel pour certains diplômes, comme le DIPARA qui a été retoiletté par Loris et qu'on a fait évoluer en intégrant notamment le public sourd qui n'était pas présent dans l'ancienne formule. Et ensuite, on travaille en collaboration avec le secteur performance sociale qui est en contact avec d'autres fédérations et d'autres institutions pour pouvoir faire évoluer un peu les partenariats, les conventions avec le pénitentiaire, avec tout ce qui est sport senior, obésité, sport sur ordonnance, etc. Donc, il y a un chantier en cours qui est assez global, qui impactera une partie des initiateurs, mais pas directement en lien avec les diplômes de techniciens traditionnels, je dirais. Voilà.
Donc, c'est en cours. Et donc, sur le moniteur, ce sera une équivalence sur le B2, Gilles. Donc, qu'entendez-vous par non-compétiteur NC ou P comme avant? Donc, ça, j'imagine que c'est pour l'encadrement des publics sur la filière animation. Donc oui, on est plus sur ces premiers niveaux là. On est beaucoup plus sur ces premiers niveaux là, en effet. Entrée formation, âge minimum commun. Donc oui, l'âge minimum d'entrée en formation, il ne bougerait pas. Donc il y aurait pas de modification à ce sujet-là. Et équivalence de module avec la Junior Academy. Donc à ce jour, il n'y a pas d'équivalence précise qui est pensée avec la Junior Academy. Pas d'allègement non plus, parce que les contenus de formation sont quand même très très différents, où sur la Junior Academy, on est plus sur des choses en lien avec l'éducation, la communication, être responsable, gagner en autonomie par exemple. Et donc il n'y aura pas forcément d'endroit où ça pourrait matcher. La Junior Academy, elle est plus vue aujourd'hui comme une manière de valoriser les jeunes et de pouvoir leur donner envie aussi de s'engager dans des diplômes fédéraux. Et donc, il n'y a pas d'équivalence pensée aujourd'hui. Peut-être que ça pourra être pensé par la suite, mais à ce jour, il n'y en a pas, il y en a pas qui existent. Alors, si vous avez des questions aussi vous les poser en direct, qui sont peut-être plus simples à poser que par le chat, n'hésitez pas à lever la main, on peut vous donner la parole. Ça a dû être super clair. Je sais pas. Alors, Mohamed, quels seraient les types de critères d'évaluation pour la validation d'une formation? Alors, il y a des compétences attendues qui seront mises en avant, et donc ce sera au formateur de valider le diplôme en lien avec ces compétences attendues. Donc, sur les formations qui sont organisées par module, comme le B2 par exemple, il y aura des compétences attendues par module, et donc la validation se fera par module. Donc, s'il y a un formateur, par exemple, qui passe le module en lien avec le double, ben, ce sera ce sera au responsable de formation de valider définitivement. Et puis, si le stagiaire passe un autre module de l'EB2 une année plus tard avec un autre formateur, et bien donc ce sera le formateur sur l'autre module qui devra valider au niveau du module. Donc l'idée, ce sera d'avoir des critères des compétences attendues, voilà, des compétences attendues, et pas uniquement le facteur présence. Et Bouches-du-Rhône, normalement, tu peux prendre la parole. Ouais, bonjour, c'est Sydney. Bonjour Sydney. Hello. Euh, j'ai juste une question, c'est par curiosité. D'où vient l'origine là, de votre idée de dichotomie là, de la filière animation là, de créer un responsable de créneau et un responsable club là? D'où ça vient? De quel diagnostic, de quel constat? Ça vient d'autres fédérations ou un retour direct des clubs, une demande véritablement des clubs ou enfin voilà, je suis curieux de savoir d'où ça vient en fait. Quelle est l'origine? Ok. Euh, Ça vient de alors ça vient de plusieurs éléments. La première réflexion de base, c'était une analyse de la filière animation et comment elle existait jusqu'à aujourd'hui. Donc la B1 qui est vraiment positionnée sur le créneau qu'on connaît bien. La B2J qui, lui, était très proche de l'EB1, et à partir du moment où la B2J était supprimée parce que on enlève le prérequis de classement au début et on décide de réorienter l'encadrement des plus jeunes vers le B. Donc la B2J n'existe plus, et la B2A était quasiment pas mis en place, ou très très peu mis en place. Il y avait que quelques ligues qui le mettaient en place, et pour un volume de formés extrêmement faible. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une réelle
demande et une réelle dynamique sur les territoires sur cet encadrement d'animation du public adulte de manière régulière par des créneaux et dans les séances. Et donc, on s'est dit comment faire pour essayer de dynamiser d'une manière différente et à un autre niveau. Ça correspondait aussi bien avec la volonté, là aussi fédérale, de pouvoir dynamiser les créneaux et les clubs de badminton autrement, et donc par des temps de promotion, des actions, des choses qui sont aujourd'hui pas réellement présentes dans les diplômes et dans l'offre qu'on pouvait avoir. Et donc l'idée, c'était de pouvoir justement compléter cette offre-là au niveau de l'animation. Et c'était une chose qu'on estimait pas présente aujourd'hui. Alors oui, ça revient aussi de la remontée des territoires et des échanges qu'on a pu avoir au sein du groupe de travail. Et ça vient aussi des retours là du terrain et de personnes des territoires qui mettaient en avant ces propositions-là, et en tout cas cette nouveauté. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Sidney. Oui, Ah, si. C'était pour curiosité. Après, bon, comme ça, j'ai pas assez d'éléments. Personnellement, ça me paraît un peu. L'animateur de club, ça me paraît plus être de la formation plutôt dirigeant, en fait. Voilà. Donc, ok, bah, c'est hybride, hein, puisque ouais. une partie est ouverte justement. L'idée, c'était justement de ne pas se limiter en termes de population, parce qu'il y en a qui ont une appétence forte sur la dynamisation, l'animation au sens large, quoi, mais pas trop d'appétence sur l'encadrement, faire apprendre le badminton. Donc, on s'est dit qu'une scission de ces deux pouvait optimiser en fait la fréquentation, alors que là, si on l'avait pas fait, ça aurait été limitant, à la fois pour le technicien qui voudrait être aussi animateur de créneaux, et puis surtout de mélanger aussi des populations de dirigeants qui voudraient que s'orienter là-dessus, et puis ceux qui voudraient faire ça, plus l'encadrement de pratiquants. Voilà. Ouais. Donc on verra, ça se trouve, ça prendra pas. Ouais. On verra bien d'ici 2-3 saisons comment ça va être perçu et comment ça va être mis en place. Ouais. Mais en tout cas, ça semblait une bonne opportunité pour essayer de promouvoir, de fidéliser tout ce qui nous est remonté comme étant peu ou pas fait ou mal fait ou pas organisé dans une partie des clubs. D'accord, ok. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi sensibiliser en formation à la mise en place d'événements pour pouvoir accueillir, fidéliser et dynamiser des publics dits loisirs, non compétiteurs ou avec un premier niveau de compétition. Et encore une fois, autrement que par des encadrements hebdomadaires. Et avec encore une fois ces animations-là. Donc c'est vrai que c'est le diplôme sur lequel on a le moins de visibilité aujourd'hui, parce que c'est une chose qui n'existait pas. Et on est aussi pressé de voir comment ça va pouvoir réagir et si on va pouvoir s'en emparer et si ça va susciter un vrai intérêt, quoi. Ok. Non, ouais, moi, la première impression, c'est que j'ai l'impression que ça va, avec le retrait d'avoir un minimum de classement, c'est que tout le monde va passer vers le B. Enfin, tu vois, il va y avoir une aspiration forte, à mon avis, que les gens vont pas vouloir perdre du temps à simplement faire Enfin, en tout cas, sur mon territoire, c'est comme ça que je le ressens. Ils vont pas avoir envie de faire que de l'animation. Ils vont vouloir être aspirés par le B, par l'enseignement et l'entraînement. Et voilà. Bon, écoute, après, on verra bien. En Ok, tout cas, on pense que oui, il y aura beaucoup de monde sur les EB. Il y aura beaucoup de monde sur les EB parce que ce sera le diplôme d'encadrement des références pour les jeunes. Donc oui, on se projette aussi vraiment là-dessus sur un nombre de stagiaires important sur les EB. Mais ensuite, c'est se dire que si on va sur la filière animation, c'est vraiment pour faire de l'animation, quoi. Et donc, c'est vraiment pour s'occuper de publics précis et pour faire des choses en lien avec de l'animation. Et on n'est pas et pas être un petit peu dans l'entre-deux, comme ça pouvait être parfois sur la B2J, où on était sur une limite et on savait des fois plus trop sur quel pied danser. Mais on pense comme toi que sur le B1, il y aura beaucoup de stagiaires potentiels. ouais, après, je laisse la parole, mais juste la difficulté, c'est que, en tout cas sur mon territoire, au sein des clubs, la distinction
des typologies de public, elle est difficile, elle est pas du tout mise en place, quoi. Finalement, le public que vous qualifiez de non compétiteur, il existe de septembre à octobre. Après, il disparaît. Donc les gens, enfin, en tout cas, ils ont à la fois le public et les encadrants, ils n'ont pas envie de proposer des choses pour ce type de public non compétiteur qui est souvent complètement autonome dans leur pratique. Ils veulent rien entendre de la part du club. Ils veulent faire une pratique complètement autonome, un peu sauvage presque. Enfin, bon, Alors, voilà. tout à fait. Et c'est pour ça que l'animateur de club, pour le coup, pourrait peut-être avoir sa place dans la saison, organiser 1 ou 2 événements, en fait, avec ces publics-là. Et parce que les créneaux hebdomadaires ne correspondent pas aux attentes de ces publics et qui préfèrent parfois avoir des animations promotionnelles 1 fois, 2 fois ou 3 fois dans l'année, quoi. Ok, à voir. Merci. À voir, ouais, ouais. Alors, il y a pas mal de petites questions. Y aura-t-il des temps formalisés pour valider les modules? Je suis désolé, Aude, je comprends pas la question. Je te propose peut-être qu'on te donne la parole. Tu devrais pouvoir parler peut-être. Attends, faut qu'on lui accorde. Ouais. Mais il faut qu'elle lève la main. Ah ben voilà, c'est bon. Bah oui, tu lui as donné, c'est bon. Ouais. Bonjour. Salut. Salut. La question, c'est de savoir si, quand arrive la fin du module, pour savoir si on valide ou pas le stagiaire, est-ce qu'on a 1 heure où on regarde quelque chose en particulier, ou alors c'est plus, faut qu'on porte une attention tout au long du module et à la fin, on donne un avis général. Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, ça fait écho à la question de Tanguy après. Est-ce qu'il n'y aura plus de responsables de formation, mais des responsables de module ou de bloc? Alors, au moment pour faire le lien entre les 2 questions, c'est au moment où la Ligue déclare la formation, vous aurez le choix de déclarer toute la formation avec tous les modules, par exemple. Donc, je reprends le B2, les 4 modules, ou uniquement un module, ou 2 ou 3. Voilà, c'est vous qui choisirez, en fait, au moment de la déclaration. Et donc, si jamais vous mettez les mêmes formateurs responsables sur les 4 modules que vous déclarez, on peut considérer que du coup, il y a un responsable de formation. On pourrait très bien imaginer que oui, il y ait que des responsables de modules ou de blocs, ça tout à fait. Et donc, ce sera vous, Aude, à la fin du module, vraiment au regard de l'implication sur la totalité du module, qui déciderait de valider la personne. Voilà. Donc ça se fera aussi dans Puna, tout simplement. Et donc, il y aura une petite case à cocher sur la personne, est-ce qu'elle valide le module ou pas. Donc, très concrètement, encore une fois, sur le B2, il y a 4 modules. Une personne, elle pourra valider 3 modules et le module sur le double, si vous l'estimez trop juste, parce qu'elle n'a pas les connaissances, parce qu'elle n'a pas les compétences, et ben, tant pis, elle n'aura pas validé ce module-là, mais elle aura validé les 3 autres. Donc, il faudra qu'elle revienne sur la formation uniquement en lien avec le double, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond pour partie. Je m'interroge quand même sur le retour qu'on fait aux stagiaires. C'est-à-dire si nous, on coche juste une croix dans Puna ou s'il y a une fiche d'évaluation qui permet d'accompagner la décision et éventuellement l'échec, qui est en général le plus difficile à accompagner. Bien sûr. Alors là, j'étais vraiment sur cette partie déclarative. Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir faire un retour aux stagiaires. Et ça, ce sera le rôle des formateurs, bien sûr. Mais l'idée, c'est que le stagiaire il puisse en effet être accompagné sur cet élément-là et que ce ne soit pas juste tu as validé ou tu n'as pas validé. Et du coup, je me permets, puisque j'ai encore un petit peu la parole, ça m'amène la question du scénario prévu ou pas encore imaginé sur l'échec. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? On refait venir, il refait la totalité du module. Est-ce que vous avez déjà programmé des choses de ce type-là? Alors, l'idée, c'est de pouvoir laisser le temps aux stagiaires ou à la ligue de reproposer quelque chose à la personne. Donc, s'il y a possibilité de se rattraper parce que il y a une autre partie de la formation qui est proche et que le stagiaire peut s'y rattacher tout à fait. Après, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se recentrer uniquement sur ce que la personne n'a pas validé, quoi. Et donc de lui laisser du temps
pour pouvoir le repasser. Donc, on n'a pas aujourd'hui mis tu vois, une deadline très précise en termes de timing et vous avez 1 an, 6 mois, 2 mois pour repasser la partie que vous avez manqué, quoi. Donc, il y aura du temps. Moi, je peux compléter là, parce que c'est quelque chose qu'on fait déjà sur certains blocs du CQP qui sont pas acquis, comme il n'y a pas de rattrapage. Donc là, c'est la responsabilité du coordonnateur de la formation et du responsable PEDA du bloc ou du module d'identifier quels sont les besoins du stagiaire pour voir si c'est une prolongation de l'alternance, pour voir si c'est refaire une toute petite partie des cours ou un système de tutorat avec un tuteur identifié en proximité. Donc après, c'est vous qui avez la main pour proposer le parcours le plus adapté au stagiaire, pas simplement lui dire tu l'as pas, il faut que tu repasses la formation. Nous, ça nous intéresse pas forcément que d'aller sur ces logiques-là. Donc, c'est une forme d'individualisation qui n'est pas toujours évidente à mettre en place, certes, mais qui nous semble plus pertinente pour que celui qui sera validé puisse avoir des conditions d'accompagnement les plus optimales, quoi. Donc, en fait, c'est vous les maîtres, entre guillemets, de ce que vous allez leur proposer ou leur imposer. Mais un passage par la voie de la formation n'est pas forcément indispensable non plus. Ça peut être simplement de l'alternance prolongée avec un point d'étape avec le coordinateur de la formation. C'est possible, ça. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que ça répond aussi beaucoup aux besoins des stagiaires, en tout cas pour ce que je vois sur le terrain actuellement. Merci. Alors, il y a une question aussi de Théo. Certains stagiaires préfèrent venir en formation pour acquérir des compétences avant d'intervenir en créneau. La formation peut se faire sur plusieurs années, donc est-il envisageable de faire une première année avec le MODEF plus module et ou bloc et de faire que la partie alternance l'année suivante? Donc ça, non, c'est pas la logique qu'on défend, où il nous semble important que il puisse avoir une mise en place et une mise en œuvre de ce qui est travaillé en formation pour pouvoir développer les compétences. Par contre, ce qui peut s'envisager, c'est que la personne, à la sortie du MODEF, si vous estimez que elle est un petit peu trop juste, et même si elle se sent trop juste, c'est peut-être l'encourager à aller sur des formations continues qui peuvent être proposées. Ou sinon, c'est d'y aller pas à pas et en fait de passer qu'un module la première année si c'est une formation avec un module. C'est sûr que si c'est le B, ça demande de tout de suite s'engager sur une formation où on doit passer tous les blocs et donc la formation de 45 heures. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent plutôt en lien avec le choix de la formation et surtout ce qui se passe après le MODEF. Mais c'est super important pour nous qu'il y ait tout de suite une mise en pratique de la part des stagiaires et donc il y ait de l'alternance qui soit accolée. Encore une fois, il y aura des temps de retour sur l'alternance qui seront fléchés dans le ruban PEDA. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir laisser l'opportunité aux formateurs de donner peut-être même des fois des commandes, hein, tout simplement, mettre en place telle situation, mettre en place telle fiche aux stagiaires pour pouvoir revenir dessus ensuite sur le temps d'alternance. Et s'il n'y a pas cette partie-là, ce sera limitant pour le stagiaire, pour le groupe et aussi pour son développement. Donc ça ne pourrait pas s'envisager sur ce séquençage entre les temps de formation et l'alternance. Alors Alexandre, à partir de quand aura-t-on des précisions sur les contenus demandés? Alors on a déjà un niveau de détail un peu plus important. Alors on n'a pas voulu vous le passer ce matin parce que on n'aurait pas eu le temps, puis on pense que ça aurait été vous assommer avec tout ça. Par contre, on a fait parvenir déjà aux ligues un document avec un tout petit peu un niveau de détail un petit peu plus important sur les contenus qui peuvent être amenés dans les diplômes. Et là, le but pour nous, ça va être vraiment d'avancer à ce sujet-là. Et on espère, d'ici le séminaire Formabad, de pouvoir avoir vraiment avancé et pouvoir donner déjà un niveau de détail plus important. Donc, on va dire à la mi-juin, on sera en mesure déjà de vous donner un document plus détaillé et qui vous aidera à vous projeter parce qu'on est bien conscient qu'il y a toujours la volonté d'anticiper et que plus vous pouvez anticiper, mieux c'est. Et c'est vrai que sur cette déclinaison, je te rejoins sur les contenus. Donc, on essaie de faire au mieux. Ouais. Et mi-juin, c'est je pense, le bon élément est d'ici 3 semaines, à peu près 3 semaines, 1 mois. Tanguy, peut-on envisager des BP APT salariés dans une structure BAD sur des modules blocs ou animation? Alors,
Aujourd'hui, donc c'est vrai que dans le règlement du FF, elles ne peuvent pas passer le FF. On n'a pas forcément prévu de faire changer les choses à court terme. Si on se rend compte que c'est un besoin extrêmement important sur la filière animation, peut-être qu'on pourra réfléchir. Mais par contre, ce qui peut tout à fait s'envisager, c'est de solliciter la personne en tant qu'intervenant. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Que le FF est responsable de formation ou responsable du module. Et si vous estimez que sur une partie de la formation, un BPAPT qui est employé dans une structure BAD peut vous amener quelque chose, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, le profil du formateur elle sera important, ou même un CQP, un CQP animateur BAD, et ben vous pouvez tout à fait faire appel à lui. Voilà, donc c'est possible sur des temps précis dans la formation, mais en tout cas, il ne pourra pas être responsable de formation, ça c'est sûr. Mais de manière ponctuelle, c'est possible de le faire. Donc, FF2 obligatoire pour être formateur responsable. Donc ça, là, ça ne change pas. Le règlement, là, le règlement du FF ne change pas à ce sujet. Donc, quand on est FF, on peut être formateur responsable. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement à ce sujet-là. Et est-ce que le formateur responsable d'un module ou d'un bloc doit être FF2 obligatoirement? Donc voilà, c'est un peu la même question que Clément. Donc c'est les mêmes prérogatives qu'aujourd'hui. Donc FF pour être responsable de formation. Il n'y a pas de contraintes supplémentaires. Après, là, ce sont les ligues qui aussi valident les formateurs à chaque fois. Donc c'est plus pour nous là les responsabilités des ligues, de la réflexion des ligues, de pouvoir placer les formateurs sur les formations que vous estimez judicieuses et cohérentes en fonction du profil et des motivations des formateurs. Quelles formations ou blocs pourront être mises en place par les comités? Alors, nous, c'est vrai qu'on conventionne avec les ligues en direct, et après, c'est les ligues qui organisent les choses avec leur comité. C'était difficile pour nous de pouvoir préconiser des choses parce que les organisations des ligues sont toutes extrêmement différentes, avec des spécificités fortes à chaque fois. Donc, nous, on conventionne avec les ligues, et après, c'est les ligues qui font les choix, mais on peut tout à fait imaginer, Charles, que énormément de blocs ou de modules peuvent être mis en place par les comités. Je pense que ça dépend aussi des moyens humains des comités, ça dépend des stratégies de formation des ligues, ça dépend des besoins et des organisations. Mais en tout cas, c'est à voir avec vos référents régionaux. Mais dans l'idée pour nous, on n'a pas de frein ou quoi aux caisses sur la mise en œuvre de blocs ou modules par des comités. Là, c'est vraiment des organisations régionales. C'est possible. Oui, Aude, je t'en prie. Non, pardon, j'ai oublié que j'avais le son. D'accord. Il n'y a plus de questions apparemment. Si y en a qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Non, apparemment. Pour revenir sur les FF, je rappelle donc qu'il n'y a pas de distinction sur FF1 et FF2 en termes de responsabilité. C'est identique, on peut faire la même chose. La seule chose, c'est qu'un jeune FF qui sort du DE, le maître responsable pédagogique d'une formation complète n'est pas forcément un cadeau pour lui. Voilà. C'est réglementairement possible. Ensuite, en termes de mise en œuvre, bon, à voir. Alors, il y a une question de Théo ou un commentaire qui est, je trouve, intéressant aussi. C'est donc Poussin et Benjamin uniquement en EB, où il n'y aura pas d'animation, vraie orientation vers le haut niveau pour ce public. Alors, plusieurs petites choses à ce sujet-là. Donc, sur le B1, comme on l'a dit, donc, on serait vraiment sur de l'enseignement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir véhiculer et donner les bons messages dès le début aux jeunes.
pour qu'ils puissent apprendre et progresser dans notre discipline. Donc, encore une fois, c'est se baser sur les OTN et les premières étapes du DJ. Après, il n'y aura pas d'animation, donc rien n'empêche de... et donc ça, c'est des messages qu'on fait déjà passer, qu'on continuera de faire passer, mais de mettre en place ces apprentissages de manière ludique et en animant ces apprentissages-là. Donc, en ce sens-là, il y aura de l'animation. Donc, on va dire que c'est de travailler sur la posture d'animateur, mais ce ne sera pas de l'animation dans le sens où en termes de procédés, l'animation, on la voit vraiment comme une prise de plaisir à un instant, sans réelle continuité pédagogique et de réflexion vers une progression, et notamment de niveau de jeu et d'apprentissage. Donc, il n'y aura pas d'animation sur cet aspect-là, mais il y aura bien entendu l'idée de développer une posture d'animation pour pouvoir permettre aux jeunes de prendre plaisir et de s'épanouir et de s'amuser. Mais alors, là, oui, en tout cas, il y a une direction vers le haut niveau, je ne sais pas, mais vers les apprentissages des bases du badminton et donc vers une meilleure formation des jeunes dès le plus jeune âge, ce qui était encore une fois pas toujours le cas aujourd'hui. On peut espérer aussi, alors on verra quels effets ça aura, que ça puisse peut-être inciter des clubs à se structurer. Sidney, t'en parlais peut-être, il me semble, un petit peu tout à l'heure en disant que des fois, sur des créneaux, il y avait aussi des publics qui se mélangeaient. Et l'idée, avec ces éléments affirmés aussi en formation, ce sera de pouvoir sensibiliser dès le départ les clubs qu'il faut pouvoir organiser les créneaux jeunes et qu'il faut essayer de se structurer pour que les créneaux fourre-tout puissent disparaître, ou du moins s'amenuiser, et que quand on veut prendre en charge des jeunes, il faut pouvoir le faire de manière qualitative pour pouvoir véhiculer les bons messages. Donc c'est aussi ça la réflexion générale, en effet. Ouais. Tout ça, c'est en lien avec la note sur l'encadrement des moins de 10 ans vers une professionnalisation de l'encadrement de ces moins de 10 préconisée, qui est forte en fait. C'est en lien avec ça aussi. Alors oui, Clément, il y a un travail qui s'enclenche sur des visuels de com. Le but, c'est de pouvoir vraiment proposer des visuels attractifs et précis. On essaie de voir aussi sur les possibilités de communication possibles pour que ce soit le plus parlant. Donc, un visuel, ça semble être le minimum. Pardon, à voir si on le complète avec d'autres choses. Mais oui, c'est sûr que l'enjeu de communication avec les nouveaux diplômes, les blocs, les modules, les publics, ça va être vraiment important et on avance là-dessus pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus clair possible et le plus tôt possible. Siné, je vois que tu as relevé la main. Ouais, c'était juste, je voulais rebondir sur ce que Vincent venait de dire là, par rapport à la note sur l'encadrement des moins de 10 ans et la professionnalisation. Et justement, moi, je m'interroge sur la différence finalement entre d'amener les gens vers le CQP et les orienter vers le B1, hormis le volume horaire. Parce que moi, il y en a qui me posent la question clairement, pourquoi je perdrais du temps à m'engager dans la filière fédérale alors que je pourrais aller, même si c'est un peu plus long, aller directement sur le CQP et être rémunéré pour mon action d'encadrement. Quel positionnement vous avez? Qu'est-ce que de conseils vous pouvez nous donner pour l'orientation? Et finalement, parce que la différence, elle est assez ténue entre les deux en termes de contenu, ou je me trompe? En fait, la finalité des diplômes de la filière EB et du CQP c'est pas du tout la même finalité. Le CQP animateur BAD, il est là pour une activité d'appoint sur la logique de promotion et de fidélisation et rien d'autre. Dans les compétences abordées, il n'y a aucune logique d'accompagnement sur compétition, d'initiation, de progression des jeunes. Et il n'y a même pas le public jeune qui est fléché dedans, c'est à partir d'ados. Alors que sur la filière EB, on est plutôt sur ceux qui veulent s'engager sur l'aide à la structuration de l'école de BAD, mais qui ne veulent pas forcément faire leur métier. Voilà. Et nous, dans les objectifs, l'idée, c'est d'avoir des professionnels experts, donc le DE à minima, sur les publics les plus jeunes, donc les moins de 10, les jusqu'à 12 ans. Et après, à partir de 12 ans, il y a les adolescents qui vont choisir de continuer vers la logique de compétition
extrêmes, entre guillemets, occasionnels ou pas du tout. Et puis, il y a tous les adultes compétiteurs qui seront gérés par ce public-là. Mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de corrélation entre le diplôme pro du CQP et l'EB. Il n'y en a aucune. Donc, effectivement, tu peux être rémunéré pour encadrer un public non compétiteur, ados et adultes, et avoir un diplôme d'entraîneur bénévole pour l'encadrement des moins de 10 et ne pas être rémunéré pour ça. Donc, ça reste une difficulté, certes, mais on ne veut surtout pas aller sur du CQP entraînement, entre guillemets, sinon ça va déshabiller les diplômes d'État, clairement, parce que c'est plus facile, quoi. C'est clair qu'en 120 heures, tu as une carte pro, donc tu peux officiellement être rémunéré pour un truc sur lequel tu n'as pas été formé. Et dans les retours qu'on a de l'ensemble du territoire depuis des années maintenant, on nous disait que en sortie de chaîne, beaucoup de stagiaires ne sont pas véritablement armés pour accompagner des jeunes sur l'entraînement, pour les faire progresser. Et qu'en même temps, si on rajoute du volume sur les formations fédérales ou de premier niveau, ben, les gens ne viendront pas parce que c'est trop long. Donc, en fait, il n'y a pas toujours de solution entre l'investissement, le côté pro et puis les cursus qu'on propose. Ok, c'est ce que je voulais entendre, merci. En tout cas, nous, juste pour finir là sur cette intervention, l'objectif clair, c'est qu'il n'y ait plus de perception de la part de l'ensemble des éducateurs bénévoles ou dirigeants sur un public moins de 12. En gros, il a le choix entre de l'animation ou de l'enseignement et de l'initiation. Non, en fait, on est un des seuls sports olympiques à pouvoir à proposer ça parfois. Et on se dit qu'à partir de l'adolescence, là, ils vont faire un choix sur l'engagement vers la compétition ou pas. Mais avant, comme dans la plupart des fédés olympiques, c'est nous qui devons orienter les joueurs pour qu'ils aient une sensibilisation aux défis, aux duels, à la compétition. Et on animera bien ces créneaux de mini-bad, on animera tous les créneaux, mais avec cet objectif de se dire il faut qu'ils évoluent sur les fondamentaux de l'activité, qu'ils se projettent sur un badminton de compétition. Et pour ça, il faut des gens qui connaissent bien l'activité. Et on se dit, c'est pas simplement le bénévole disponible qui va lever la main en disant moi je viens m'occuper des moins de 10 parce qu'il est sympa, qui est la cible de ceux qui doivent rentrer en formation. C'est ce vers quoi on voudrait, ce qu'on veut faire évoluer, en tout cas dans les mentalités, et de se dire le diplômé professionnel expert, on va le mettre sur l'équipe 1, quel que soit le niveau de l'équipe 1 du club. Ça, pour nous, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus structuré. Voilà. Deux petits compléments. Donc, Clément, on espère que le visuel il sera prêt avant l'été. Et Simon, étant donné que la B2J disparaît au profit de l'EB1, la filière animation va-t-elle apparaître dans la future labellisation des EFB? Donc, c'est une question tout à fait pertinente, je te remercie. En tout cas, il y a des travaux actuels sur la refonte, la modification des EFB. Donc, aujourd'hui, c'est pas abouti. Donc, on peut pas vous dire où ça en est de manière définitive par rapport à ça, parce que ce travail sur les EFB n'est pas abouti. Après, c'est sûr que les diplômes aujourd'hui et les publics fléchés donnent peut-être déjà permet de se projeter sur des corrélations, sur des tendances. Mais comme aujourd'hui, c'est pas acté et il n'y a rien qui est définitif à ce sujet, on ne peut pas se projeter là-dessus. Voilà. Donc là, ça change absolument rien sur les règles du jeu pour la labellisation là, qui va commencer. Et ensuite, dans la logique du courrier qu'on avait pu faire passer l'année dernière, en début de saison, pardon, et des messages qu'on passe là, c'est de pouvoir en effet diriger les personnes qui encadrent les petits vers le B. Et donc, il y aura aussi une prise en compte forcément des EB1 à ce sujet-là dans la labellisation. Maintenant, les personnes qui ont un AB2J et qui ne passeront pas le petit module complémentaire pour le B1,
le but, ce ne sera pas de les pénaliser non plus, quoi. Voilà, les personnes qui ont été formées à B2J et qui sont actives, l'idée, ce ne sera pas de les pénaliser ou de leur dire, voilà, vous avez 6 mois pour passer votre B1, sinon vous disparaîtrez, quoi. Donc, on n'est pas dans cet esprit-là. On arrive au bout de la réunion. Merci, en tout cas, merci beaucoup de votre écoute et votre participation. Je ne sais pas s'il reste une dernière question. Vincent, on a l'air au bout du temps et des questions. Bah ouais. Prochaine étape, donc les travaux avec les ligues qui est dans les tuyaux. Et puis après, nous reviendrons vers vous et vos territoires, surtout vos responsables de ligue, sur le déploiement de tout ça pour la rentrée dans les meilleures conditions. Et puis pour les visuels, on travaille avec la com et on espère que tout sera prêt pour demain, en fait. Ça serait bien pour demain. Mais on n'a pas la main sur tout, sur ce dernier sujet. En tout cas, merci. On reste dispo pour toutes les questions. Et on vous dit à très vite pour les responsables de ligue. À bientôt sur les FF pour ceux qui sont inscrits au prochain de juillet. Et puis au bord d'un terrain pour les autres.